Et bien voilà, c'était C'est du gâteau de Fernandel et également Elle vendait des petits gâteaux de Barbara sur les ondes de Variance FM. Deux morceaux parfaitement raccord avec la précédente interview dans laquelle nous avons parlé de petits biscuits sablés décorés à la glace royale. Allez, on va maintenant littéralement changer de sujet avec le dernier invité de cette soirée. On reste toujours dans le thème des saveurs évidemment puisque c'est la thématique de l'émission de ce soir. Et j'ai désormais le plaisir de recevoir Sébastien. Il va nous parler de la distillerie Genestine. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien pour moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre établissement. La distillerie Genestine, c'est une aventure qui a débuté pour vous en 2021. Pourtant, il y a toute une histoire derrière cette marque. Pouvez-vous tout d'abord nous en parler ? Ah ben oui, bien sûr. Distillerie Genestine, c'était l'une des plus belles marques de spiritueux de France au 19e siècle et plus grande distillerie de France dans les années 20. Et cette distillerie dont on avait oublié le nom dans les années 50 et qui était un peu tombée dans les oubliettes, eh bien, on la relance, on la refait vivre, on la réveille comme on met sur nos bouteilles fondées en 1845 et réveillées en 2021. Et cela nous passionne et on fait à la fois et de l'histoire et des spiritueux et c'est une très belle aventure. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'en fait, c'est une distillerie qui est totalement locale, puisqu'elle était basée sur Clermont-Ferrand, et qu'en plus, il y a également un logo connu de tous, celui de Vercingétorix, qui a marqué l'histoire de la distillerie Genestine. Voilà, parce que donc quand en 2021, j'ai pris la décision puisqu'à la base, je suis grossiste en vins et spiritueux, donc quand j'ai pris la décision de créer ma propre distillerie, c'est vrai que cette idée de relancer une marque m'a plu. Et retrouver cette plus grande distillerie de France des années 20 qui, en plus, était basée à Clermont-Ferrand, c'était, je vais dire, une chance que cette distillerie soit sur Clermont-Ferrand, puisqu'on allie le côté local et puis une histoire nationale, en quelque sorte. Et le logo de Vercingétorix, là aussi, on a appris ça avec toutes les recherches que l'on a fait avec des bibliothécaires, avec des archivistes. Cette histoire du logo, on l'a su qu'après coup. Donc l'histoire, c'est quoi ? Il faut savoir que Bartholdi, qui a donc sculpté le Vercingétorix triomphant que l'on trouve place de Jaude à Clermont-Ferrand, le projet a duré une vingtaine d'années. Ça a commencé environ en 1880 et ça s'est achevé donc en 1903, place de Jaude. Mais entre-temps, bien entendu, Bartholdi a fait des statuettes, des croquis, des prototypes en quelque sorte. Et comme il connaissait François Genestine, distillateur à Clermont-Ferrand, et que le but était de mettre le Vercingétorix à Clermont-Ferrand, François Genestine, en 1886, propose à Bartholdi, en attendant que la statue finale soit élaborée, de prendre son Vercingétorix triomphant pour orner ses bouteilles. Et donc, on peut dire que le logo, alors avant ils appelaient ça une marque de fabrique, qu'on retrouve sur les anciennes bouteilles de Genestine et de nouveau aujourd'hui dans les nouvelles gammes de Genestine, ce logo est antérieur à la statue Place de Jaude de 1903, alors que les premières bouteilles avec Vercingétorix datent de 1886. D'accord. Ah oui, donc il y a vraiment toute une histoire derrière cette distillerie et ça vous a demandé finalement, j'imagine, un travail titanesque de recherche pour savoir un petit peu tout ce qui se cachait derrière cette distillerie. Bien sûr. Alors, ce qui est amusant, c'est que pendant le confinement, donc c'est ce qui m'a dégagé du temps, puisque mes clients restaurateurs à qui je livrais du vin étaient fermés, donc j'ai eu du temps pendant ce deuxième confinement, mais les autres aussi avaient du temps. Les journalistes n'avaient pas trop de boulot. Je me souviens, les journalistes de la montagne sont rapidement venus parce que il y avait pour écrire et dans leurs journaux, il leur faut bien du contenu. Et ils n'avaient pas ce contenu puisque tout était à l'arrêt.
qu'un match de foot ou autre, ou de rugby. Et donc, que ce soit les journalistes, les documentalistes, les bibliothèques et les bibliothécaires, ils ont facilement, si vous voulez, accepté de m'aider dans cette recherche. D'accord, donc oui, vous n'étiez pas seul dans cette aventure au final. Voilà, j'ai cherché, bien entendu, moi de mon côté, en rachetant tout ce que je pouvais trouver de factures, d'anciennes publicités, d'articles publicitaires. En fait, tout ce que je pouvais trouver sur Genestine, j'achetais. Je le fais encore parfois aujourd'hui, des anciennes bouteilles. Et d'autres, comme je disais, la bibliothèque de Paris, la Bibliothèque nationale de Paris, m'a beaucoup aidé pour retrouver toute la généalogie de Genestine et retracer son histoire. D'accord. Alors on va maintenant parler un petit peu des produits que l'on peut retrouver justement dans cette distillerie. Alors quelles sont les différentes catégories d'alcool que l'on retrouve dans votre distillerie? Alors si on parle en catégorie, donc ça dépend de ce qu'on appelle catégorie, mais je vais dire apéritif et digestif, liqueur, vermouth et pastis. Voilà, ça ce sont les grandes catégories. C'est-à-dire on a un vermouth qui revient beaucoup à la mode dans d'autres pays et ça commence en France. C'est un apéritif à base de vin. Nous, on fait... Alors, je vais citer quelques marques comme ça. Il y en aura plus de 2 ou de 3 comme ça. Il n'y aura pas de problème. Mais c'est pour s'imager. Le vermouth, c'est un peu comme du martini. Mais si vous voulez, les vermouths nobles, les vermouths de qualité n'ont rien à voir avec les produits industriels. Alors, je critique pas du tout les produits industriels. Il en faut pour tout le monde et pour tous les styles de magasins. Nous, on fait plutôt des produits qualitatifs qu'on trouve chez les cavistes et les épiceries fines. Cela dit, à des prix raisonnables. Alors, on n'est pas au prix des marques industrielles, mais il n'y a pas un grand écart entre les prix des industriels et nos prix. On a voulu garder, et je pense que c'est aussi ça des succès de Genestine, j'ai voulu garder des prix cohérents. Voilà. Alors nous, on ne vend pas direct, bien sûr, les cavistes doivent eux revendre, mais on arrive toujours à s'entendre sur des prix qui sont cohérents. J'en reviens à la gamme, un vermouth. Ensuite, on fait une gentiane, une grande gentiane avec de la gentiane fraîche, naturelle, qu'on va chercher dans le Cantal, à Valuéjol. Donc là, c'est la famille des Suzes, Salers, Avez. Ensuite, on fait un pastis à base d'estrée d'anis. Et donc là, on connaît tous un pastis ou Ricard ou 51. Et ensuite, on fait 3 digestifs, un limoncello à base de citron, une menthe dans la famille des Jet 31 menteuses ou menthe pastilles, qui s'appelle Royal Menthe, qui est, c'est vrai, la plus grosse vente, bien que tout se vende très bien. Mais Royal Menthe, c'est un très très gros succès parce que au digestif, c'est le côté naturel de nos produits, c'est la différence, je pense. D'accord. Et bien sûr, pour régional, une verveine qu'on a plantée en partenariat d'ailleurs avec la ferme urbaine Fondation Landestini à Clermont-Ferrand, qui nous a planté de la verveine dans Clermont et qu'on récolte, qu'on cueille, qu'on effeuille et qu'on transforme en verveine. La dernière et le dernier produit, un élixir de 80 plantes qu'on élève dans nos caves souterraines. D'accord. Et alors les recettes que vous proposez sont-elles des recettes ancestrales ou est-ce qu'il s'agit de recettes que vous avez réinventées? Alors, il y a un peu des deux. Il y a des recettes dont je suis parti de zéro et puis d'autres recettes où... Alors, j'ai pas eu les recettes ancestrales de Genestine. François Genestine ne m'avait pas laissé un petit calepin en notant « Sébastien, quand tu réveilleras la distillerie en 2021, je te laisse mon carnet de recettes ». Je ne l'ai pas trouvé, il ne me l'a pas laissé. Donc, je me suis inspiré des produits qui se faisaient à l'époque, le vermouth quinquina. Alors, il mettait plus de quinquina, vous voyez, dedans. C'était beaucoup plus amer, parce qu'à l'époque, tous ces alcools étaient comme des médicaments. Donc,
parfois, il fallait qu'il soit un peu, je vais dire entre guillemets, hard, pour qu'on croie au fait que ces liqueurs puissent faire du bien à la santé. Vous voyez ce que je Et veux bien dire? sûr, tout à fait. Et donc j'ai fait un peu des deux. Mes créations, mon savoir-faire de sommelier, mon savoir-faire de familial, et, et puis tout ce que j'ai pu retrouver sur ces anciennes liqueurs, bien sûr. J'ai fait un cocktail de tout ça. D'accord. Et alors, d'où viennent les ingrédients que vous utilisez dans vos recettes? J'imagine qu'avec les plantes, il faut garder un maximum de fraîcheur et s'approvisionner le plus local possible. Exactement. On ne fait pas du local pour faire du local. On fait du local parce que ça nous permet d'avoir de la matière première fraîche. Quand on travaille de la verveine qui est cueillie à midi et transformée à 12h30, quand on ramasse la gentiane le matin et qu'on la transforme l'après-midi, quand on zeste nos citrons, on les au citron, on les prend directement à un petit producteur à Canicattì en Sicile. C'est-à-dire, on ne passe pas par des grossistes en fuite. Pourquoi? Pas pour dire on fait du direct pour du direct, mais parce que quand on fait du direct, les citrons viennent d'être récoltés, ils arrivent directement à Durtol. On les zeste, donc tout ça, ça conserve les arômes. Les arômes, c'est des choses volatiles, c'est des molécules constantes, c'est volatile. Donc au plus vite c'est travaillé, au plus on a d'arômes. Et ce ne sont pas des citrons qui passent parfois 1 ou 2 mois en chambre froide comme on peut trouver chez d'autres fournisseurs. Donc du local pour le goût. Et ensuite, j'ai quand même certaines herbes qu'on utilise sèches. Par exemple, pour mon vermouth, j'ai une quinzaine de plantes, de la camomille romaine, de l'hysope, que bien sûr j'achète à des herboristes qui font propre, mais 100% des produits ne sont pas non plus et local et frais. Sinon, ça serait pas possible. Mais on essaie quand même de jouer la carte au maximum en local quand on peut avoir de la matière première fraîche. Et oui, vous avez totalement raison. Alors, vous parliez il y a quelques instants de travailler ces plantes et ces matières premières. Alors justement, quelles sont les méthodes et les outils dont vous vous servez pour transformer vos matières premières en alcool? Eh bien, c'est très simple. En fait, c'est une cuve dans laquelle on fait macérer des ingrédients. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai 3 cuves de 500 litres. Quand c'est de la verveine, on effeuille notre verveine, on met dans la cuve, on couvre d'alcool. Quand c'est des citrons, on zeste, on met les zestes, on couvre d'alcool. Quand c'est la gentiane, pareil. Donc en fait, mon outil de travail, c'est surtout des cuves de macération. Ensuite, une machine pour embouteiller, une machine pour étiqueter. Et voilà. Après, le plus important dans notre métier, c'est, on dirait que c'est facile comme ça, mais en fait, tout est une question de dosage, de temps de macération. Oui, on fait macérer des feuilles de verveine, et puis après on met un peu d'eau et de sucre. Mais on fait macérer combien de temps? On met combien de verveine? Quelle variété de verveine? Combien de sucre? Combien d'eau? Vous voyez, c'est tout un assemblage et tout un art. Et oui, bien sûr, c'est tout un savoir-faire. Alors j'imagine que le processus d'élaboration passe également par des temps de vieillissement. Du coup, dans quelles conditions le vieillissement est-il réalisé? Est-ce qu'il y a des choses à respecter, comme des températures ou des contenants spécifiques? Alors, ça dépend bien entendu de quel produit, de quelle recette. Quand on parle de vieillissement, alors je vais parler d'élevage, puisqu'on élève des liqueurs. Alors les spiritueux les plus connus sont bien sûr le whisky, le cognac, tout ça, ce sont des spiritueux d'élevage, des digestifs élevés en fût de chêne. Et on en a une, donc nous c'est notre grande cuvée, la 1845, donc qui est une liqueur de 80 plantes, qu'on élève en fût de chêne de chez François Frère, qui est le tonnelier de la Romanée-Conti, et on l'élève dans nos caves souterraines, donc ce sont des caves du Moyen-Âge, sous la place de la Victoire, juste à côté de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et là, dans ces fûts, la liqueur change totalement, elle change un peu de
couleur, elle se patine, elle s'arrondit. Notre liqueur de plante, sans élevage, elle est plutôt puissante et tonique. Dès qu'on la passe en fût, elle s'arrondit, elle est très délicate. Après, ça ne m'empêche pas de remettre un tout petit peu de liqueur non élevée en fût de chêne, que j'élève par exemple en Dame Jeanne, donc des grosses bonbonnes en verre, pour faire l'assemblage final et apporter justement ce petit côté vif et frais pour pas que la liqueur soit trop ronde et que c'est le petit jus de citron dans la sauce, vous voyez, pour un peu égayer la liqueur. Et oui, Ensuite, tout à fait. ensuite, pour nos autres produits, il n'y a pas spécialement. J'aime bien que mes liqueurs reposent un peu parce qu'il faut que le sucre, l'eau, l'alcool se combinent bien. Et après, mais je ne fais pas de gros vieillissements sur mes autres liqueurs. Au contraire, je les laisse se reposer et après je les mets directement en bouteille parce que je trouve que ça garde sa fraîcheur. Je suis un sommelier, je suis un homme du vin et je reprends les techniques du vin pour les spiritueux. Souvent je parle de cuvée, là on parle d'élevage. Et c'est vrai que quand je faisais des assemblages, à l'époque où je travaillais pour un grand groupe, je m'occupais des assemblages des rosés par exemple. Voilà, on laissait reposer les rosés 1 ou 2 mois et après, hop, de suite en bouteille pour conserver la fraîcheur des arômes et les goûts frais et typés. Donc c'est pour ça que, hormis la 1845, j'ai des périodes d'élevage plutôt courtes. D'accord. Et alors, est-ce que toutes les étapes de transformation sont réalisées chez vous ou est-ce que vous déléguez également certaines tâches à peut-être d'autres distillateurs pour vous aider un petit peu? Alors, on fait tout sur Durtol. Les seules choses que je prends à des confrères, parce que vous savez, j'explique ça, je fais le parallèle encore avec le vin. Vous savez, un producteur de Beaujolais, il peut faire du Juliénas, du Moulin à Vent, du Saint-Amour. Bon, il n'a pas de régnier, donc il va faire un petit assemblage de régnier avec un confrère. Nous, c'est pareil, on fait tout à Durtol et nous-mêmes. J'y tiens, parce qu'au début, il y en a qui en doutaient. Peut-être parce que la qualité des produits était très belle, qu'ils en doutaient qu'on puisse faire des bons produits comme ça, clairement. Mais on fait tout chez nous à Durtol avec nos recettes. Les seules choses que je fais faire, c'est mon extrait d'anis pour mon pastis et quelques extraits et macérations et distillations de plantes pour ma 1845. Il y a 80 plantes, je ne distille pas les 80 plantes. L'anis, on n'a pas un alambic exprès c'est un produit spécifique pour que le pastis trouble, vous voyez. Donc c'est vraiment 2 ingrédients. Mais bon, c'est comme le boulanger, tous les boulangers ne plantent pas, même s'ils sont très bons, ne plantent pas leur blé, ne font pas leur farine. Voilà, l'essentiel c'est d'en faire 95% et c'est ce que nous faisons de la cueillette à la bouteille. Bien sûr, tout à fait. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la partie conditionnement parce que celle-ci a également une spécificité. En effet, vous n'utilisez pas n'importe quel type de bouteille et d'étiquette. Est-ce que vous pouvez justement nous en toucher quelques mots? Bouteille recyclée et recyclable, bien entendu. Bouteille que nous avons choisie pour être à l'image des anciennes bouteilles de Genestine au XIXe siècle. C'est-à-dire des bouteilles un peu comiques, un peu fumées pour certaines. Donc on a voulu rester dans l'esprit de Genestine de l'époque. Les étiquettes sont issues de forêts durables parce que on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. On n'est pas parfait, personne ne l'est. Et de toute façon, même parfois on vous vend des choses écologiques, mais si on gratte un peu, elles ne le sont pas. Je ne sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on essaie de prendre notre part en faisant local, faisant très peu de kilomètres, en utilisant des verres recyclés, c'est le concept de cette bouteille aussi, et en utilisant des étiquettes à choisir. Là, après, c'est de l'ordre de quelques centimes de plus, mais on ne regarde pas à ça. Voilà, des étiquettes qui sont issues de forêts durables contrôlées par des normes FSC, qui est du papier issu de forêts durables.
On essaie quand même d'avoir une cinquantaine. Et puis la quasi-totalité de nos ingrédients sont bio. Alors bien sûr, on ne met pas une grosse gommette 100% bio ou biodynamie ou je ne sais quoi sur nos bouteilles parce que la priorité pour nous, c'est la qualité. Hein, la qualité et des produits propres. Mais même si on ne marque pas dessus qu'on est bio, 90% de nos produits restent bio. D'accord. Alors, très brièvement, parce que malheureusement, le temps passe très très vite et je vais malheureusement bientôt être obligé de vous laisser, mais j'avais une question sur vos futurs projets. Est-ce que vous avez peut-être des nouvelles recettes qui sont en cours de préparation finalement pour les prochains mois? Alors oui, bien sûr, je vais essayer de sortir une fois par an un produit pour animer la gamme et faire découvrir de nouveaux produits à nos clients. Là, je suis en train de travailler sur une liqueur qui sortira en fin d'année et qui va être délicieuse. Là, je me suis donné carte blanche pour faire une liqueur exceptionnelle en partant sur les bases des liqueurs et des recettes de mon père, puisque mon père est un liquoriste amateur aguerri qui me file aussi ses astuces parfois. Donc ça va être un superbe produit pour les fêtes de fin d'année. Et surtout, les projets achat d'un alambic, ça y est, il est acheté. On va le recevoir dans un mois. On va pouvoir distiller notre gin et peut-être demain du whisky et du rhum. Un nouveau local, donc sur Durtol, qui beaucoup plus grand, qui va nous permettre de produire mieux et d'élever mieux nos produits. Et puis mon frère qui va nous rejoindre pour s'occuper de toute la partie sud de la France, puisque nous souhaitons développer la marque Genestine sur toute la France et donc mon frère Boris nous rejoindra en fin d'année. Voilà. D'accord, de beaux projets à venir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Sébastien, de vous recevoir. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut venir directement vous rendre visite? Alors, liqueurgenestine.fr, vous aurez toute la liste de nos revendeurs partout en France. Pour nous acheter chez les cavistes, épiceries fines, cafés et restaurants. N'hésitez pas à demander nos produits. Et ensuite, sur place, non, on n'est pas équipé. Je ne dis pas qu'un jour, on fera peut-être quelque chose, un musée ou quelque chose comme ça, mais pas dans l'immédiat. Et puis, Instagram, distillerie.genestine, Facebook, distillerie.genestine. Eh bien écoutez, vous êtes facile à retrouver, donc Distillerie Genestine pour tous ceux que ça pourrait intéresser. En tous les cas, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. On vous souhaite une agréable fin de soirée, puis on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler de tout ce que vous proposez dans votre distillerie. Eh bien merci, c'est un plaisir. Merci d'avoir pensé à nous.